Comment en étais-je arrivé à être poursuivi par des centaines de rennes au fin fond de la Laponie? Toujours cette envie folle de parcourir le monde, bien sûr. Et toujours cette soif de comprendre ce qui oppose ou unit l'homme à la nature. Tout ce qui se situe entre le cap nord de l'Europe et le cercle polaire, 66 degrés 33 minutes, s'appelle la Laponie, une définition purement géographique. Cependant, le nom vient des Lapons, les premiers à occuper cette région, un peuple aborigène donc. En réalité, ces Lapons s'appellent Samé ou Sami. Pour certains, ils sont les Indiens de l'Europe, sauf qu'à la place des bisons, ils ont des rennes. Ce peuple grandit dans un climat caractériel, entre la nuit polaire et le soleil de minuit, sous les inexplicables aurores boréales. Sa vie rythmée par les cycles de la nature, il se forge forcément une vision très spécifique de la création. Après le premier épisode glaciaire, des sociétés de cueilleurs, trappeurs et pêcheurs venus d'Est et du Sud, peut-être de Sibérie, migrent vers l'extrême nord. Ils écrivent leur histoire sur la roche. Plus de 5000 gravures à Alta, en Norvège, un site découvert en 1972, très vite classé au patrimoine mondial, car cela concerne l'humanité et son passé. La faune est abondamment représentée, liée à la chasse ou à la pêche, mais également des voyages maritimes et des rituels chamanistes qui font penser à un culte de l'ours. Ces ancêtres des Samis pratiquent un semi-nomadisme qui s'accordait sur la transhumance des rennes. Ils sont là depuis 10 000 ans, mais on les découvre assez tard. L'historien romain Tacite les avait mentionnés, un peuple sauvage, dit-il, qui s'habille de peau de bête. Plus tard, les anglo-saxons et les vikings leur imposent des taxes de fourrure. Puis arrivent les prédicateurs fanatiques et les colons conquérants. Le monde des Samis bascule. Au XIIIe et XIVe siècle, le chamanisme original est combattu, les échanges commerciaux s'intensifient. Bien sûr, les Samis contractent les maladies importées. Protégés par l'armée, les colons s'installent le long des fjords, des rivières. Puis, la couronne suédoise revendique le territoire. La première étude un peu sérieuse est publiée par l'explorateur Johann Schäfer. Et dans le même temps, l'évangélisation forcée s'amplifie. Un peu plus tard, Carl Linné, naturaliste suédois, parcourt la Laponie pour sa classification bien connue. Il sympathise avec les Samis. Et ses mémoires relatent comment les prédicateurs s'acharnent à éradiquer les croyances anciennes et brûlent les tambours sacrés. Cent ans plus tard encore, Lars Levi Lestad,
pasteur luthérien, prêche une doctrine puritaine qui deviendra le lestédianisme. Exerçant son sacerdoce d'une main de poigne au village de Karesuando, Lestade fustige ses paroissiens minés par la misère et l'alcoolisme. Il convertit de force les Samis, extirpant coutumes et traditions pour imposer sa morale, qu'il tenait pour absolue. Aujourd'hui, Karesuando est coupé en deux, à cheval sur le fleuve Muonio, entre Suède et Finlande. À cette frontière, au nord du cercle polaire, débute la E45. Elle traverse toute l'Europe pour terminer sa course en Sicile, 5000 km au sud. Le calvaire des Samis n'est pas terminé. Au XXe siècle, un siècle que nous connaissons, les politiques raciales prennent de l'ampleur. La langue est interdite, les femmes stérilisées, les enfants enlevés à leurs parents, enfermés dans des pensionnats. Mais les choses évoluent. Entre Norvège, Suède et Finlande, les Samis seraient aujourd'hui 120 000 au total. Ils ont des parlements représentatifs dans les trois pays. En plus des 120 000, il faut compter 30 000 Samis, émigrés en Alaska surtout, et 2 000 côté russe sur la péninsule de Kola. Les parlements Samis possèdent des compétences partielles concernant la langue, la culture, l'éducation, mais des pouvoirs limités, car ils dépendent toujours de la décision finale de l'État central, quel qu'il soit. En Norvège, l'ethnie Sami a été reconnue au même titre que les autres identités culturelles. En Suède, elle n'est pas protégée par la Constitution. Et en Finlande, s'ils ont reçu des droits, point de vue langue et culture, ils n'ont pas pour autant de statut formel. Pour les élections au Parlement, toute personne considérée comme Sami participe au scrutin. Nous rencontrons Tertu. Elle travaille dans le tourisme et vit à Paris. Elle est aussi une militante Sami. Alors, les critères, c'est que on doit appartenir d'une famille d'éleveurs de rennes, avoir la langue maternelle samé, ou parler samé, tout bêtement, ou bien un des parents puisse être considéré comme vrai samé, ou bien un des grands-parents. Même s'ils restent des citoyens de seconde zone, leur niveau de vie est élevé. Les indices de santé et d'éducation sont aux normes nationales. Cependant, pour les jeunes Samis, l'avenir incertain et le faible soutien social les angoissent. Et il s'ensuit l'abus d'alcool, des dépressions, quelques suicides parfois. En parallèle, le chamanisme revient à la mode, un culte qui accorde mieux l'homme à son milieu naturel et spirituel. On entre en Laponie, un peu comme on entre en religion. Je voulais vivre ce soleil de minuit, au Cap Nord, bien sûr. Il me fallait traverser ce paradoxe du cosmos, éprouver la réalité concrète du jour polaire, la nuit blanche. Pas vraiment blanche d'ailleurs, mais jaunie par un soleil auquel il est interdit de se coucher. Aujourd'hui 21 juin, solstice d'été, le plus long jour de l'année. J'ai pris une photo toutes les 20 secondes. Voici
le soleil arrêté à minuit. Il navigue à l'horizontale, refusant de s'enfoncer dans la mer de Barents. Un jour sans fin, une lumière qui s'éternise, qui brouille les repères, une vigueur qui tient du miracle. Mais ici, inutile de compter sur le chant du coq pour vous réveiller, il est devenu fou. Pourtant, le climat, bien que paradoxal, n'est pas si extrême qu'en Sibérie, grâce au Gulf Stream, 30 degrés en hiver, sous zéro bien sûr, et plus de 27 en été. C'est vivable. La météo est cependant toujours à surveiller. Parfois il y a la pluie, le crachin, le brouillard, la bruine, qui autorisent ce foisonnement, cette exubérance végétale. Ça peut changer très vite. Un jour de soleil à 25 degrés, le lendemain, tempête de neige. Alors, le décor vire au noir et blanc. Le ciel et la terre prennent la même dimension. L'étrangeté du paysage justifie ici un voyage lent. Et il y a les moustiques. Vous les attendiez. L'invasion estivale des insectes piqueurs, qu'on appelle ici la raka. En juin-juillet surtout, et pas partout, heureusement. La raka sévit surtout sur les plateaux et moins sur les côtes. Et figurez-vous que ces petits insectes rythment le travail des éleveurs de rennes, les samis. L'offensive urticante inquiète les rennes femelles, car au mois de mai, elles vont mettre bas et leurs fans seront vulnérables. Aussi ordonne-t-elle le départ d'une transhumance instinctive. La harde quitte les forêts de la taïga pour le littoral plus ventilé, et les éleveurs sont bien obligés de suivre. Des milliers de rennes passent ainsi l'été sur la toundra et dans les îles, des lieux venteux, arides, sans arbres, mais à l'herbage excellent. Mais à l'automne, c'est le chemin inverse. La saison des moustiques a pris fin. En recherche de lichen frais, les rennes décident de remonter vers la forêt. Et pour cela, les hardes quittent les îles, plongent dans les flots et traversent. Et les bergers suivent encore. À cause de cette transhumance aller-retour, le moustique de Laponie. Il a décidé du tempo de travail des hommes. Marquage des veaux en juin, puis la séparation des animaux, soit pour la reproduction, soit pour la boucherie. La traite des femelles en été, l'abattage en automne, le nourrissage d'appoint l'hiver. Mais la transhumance annuelle est bouleversée. Les exploitations minières, les routes d'asphalte, les voies ferrées, la déforestation, les obstacles nouveaux à cette migration millénaire. L'exploitation minière, justement. En Finlande,
la ruée vers l'or a déjà 150 ans. Aujourd'hui, les amateurs la pratiquent en été. En été car laver les sables par -30 l'hiver, c'est pas très agréable. Celui qui a trouvé le bon filon, c'est l'exploitant de l'ancienne mine, car c'est bien connu. Mieux vaut économiquement louer une bâtée et une pelle que de passer son temps à gratter la terre. La séance d'orpaillage commence à 12 € de l'heure et il existe même un championnat annuel. Résultat d'exploration minière agressive, la Laponie devient un Eldorado défriché. Outre l'or, il y a bien d'autres richesses au sous-sol. Du zinc, du cuivre, nickel, cobalt, chrome, palladium, platine, uranium. Les groupes miniers se précipitent. Si en Finlande, c'est surtout l'or, en Suède, c'est surtout le fer. La plus grande mine au monde se trouve à Kiruna, sous la ville de Kiruna. Profondeur de la mine, 1400 mètres. Bus et camions circulent sur des centaines de kilomètres de tunnels à plusieurs étages. Mais il y a un problème. Pour creuser plus profond, Kiruna et ses 20 000 habitants doivent déménager. Absolument tout doit déménager. Voies ferrées, autoroutes, cimetières, réseaux électriques, canalisation. Hello, my name is Lars Jarlemo. I'm one of the ministers, one of the priests here in Kiruna. This church, Kiruna Church, had to be moved within 10 or 15 years because of the expansion of the mine. So we have to move it 3 or 4 kilometers more far east. The mining company LKAB had to pay for the moving of the church. Et oui, même la vieille église de bois, ce symbole de la ville, le monument historique, emblème aussi de la foi des hommes en une vie meilleure. Une délocalisation présentée aujourd'hui aux habitants comme une passionnante aventure humaine. J'ai la chance de parcourir cette planète, d'apprécier la nature dans sa diversité, sa plus grande richesse. En zone polaire, la vie ne cesse pas, jamais. Elle est en constante évolution, avec des variations énormes de saisons. L'automne, la nature arctique entre dans une période de répit. Elle exhale des odeurs de pin, de champignons. Elle regorge de baies riches en vitamines, de plantes aromatiques. Elle est la pharmacie et le garde-manger des Samis. Comme écosystème de Laponie, on distingue donc essentiellement la toundra et la taïga. La toundra est un mot d'origine samé. Il désigne une terre sans arbres, sous-sol gelé en permanence, végétation rase de mousse, lichen, bruyère. Par contre, la taïga est un mot russe. C'est la forêt boréale, des pins, épicéas, mélèzes, bouleaux, peupliers, saules.
Le renne profite intelligemment des deux écosystèmes. L'hiver, il s'abrite dans les forêts de taïga, et pour l'été, à cause des moustiques, il descend se refaire une santé dans la toundra, balayée des vents mais nourrissante. Prédatrice des rennes, la faune sauvage se cache plus aisément dans la taïga. Elle est assez difficile et même dangereuse à observer. Des loups, des ours, des gloutons. Les peuples nordiques vouaient un culte à l'ours. Le mot arctique, d'ailleurs, vient du samé Arcticos, la terre du grand ours. Trop chassés, plusieurs prédateurs sont maintenant protégés, comme le loup, l'ours, le renard, le vison, ou le lynx que l'on aperçoit ici. En été, des horizons somptueux, immenses, une nature foisonnante et riche, étonnamment fertile malgré, ou peut-être à cause, d'hivers trop contrariants. Ce que nous voyons comme beauté naturelle est pour les Samis l'évidence d'une création habitée. Par l'expérience, ils ont acquis la conscience de faire partie d'un tout, et non d'en être le maître. Et ils ont la sagesse de prélever l'indispensable sans nuire à l'ensemble. Je retrouve ici le chamanisme observé en Sibérie. Il s'organise dans une vision globale, une alliance avec la mère-terre et le monde des esprits, à l'écoute surtout de la nature, de ses pulsations liées aux saisons et au climat. Les lieux de vénération des chamans sont souvent choisis sur des sites culminants ou remarquables. Ainsi, sur le lac Inari, en Finlande, plus de 3000 îles, mais une seule, toute petite, va m'intéresser. L'île sacrée d'Ukko, que voici. Pour obtenir une meilleure vie, une chasse ou une pêche réussie, ou de bonnes alliances, le chaman y offrait des sacrifices, viande de renne, poisson, ou des bijoux qu'on a retrouvés ici. L'été, pour fuir les moustiques, comme les rennes, mieux vaut arpenter la toundra des côtes. Au vu des paysages tourmentés, on ne risque pas d'être déçu. Nous verrons les Lofoten tout à l'heure, mais même ici, l'élégance de la nature se cache très bien dans le sauvage et l'irrégulier. J'ai la chance, je l'ai dit, de parcourir cette planète. Et comme témoin privilégié, une pensée me vient. La nature vit, bien sûr, et elle se défend. Elle s'empêche de mourir, car l'homme, trop pressé lui-même d'exister, ne fait pas grand-chose pour la secourir. Il chercherait plutôt à la dominer.
Sur le plateau du Finnmark, province du nord de la Norvège, Kautokeino et Karadiok sont deux communes à majorité sami. Elles constituent leur axe politique et culturel. Kautokeino en détient les aspects artistiques et traditionnels, et Karadiok fait plutôt office de capitale avec les institutions, le parlement et les médias, dont la radio en langue samé. Kautokeino, dont le nom signifie « à mi-chemin », c'est-à-dire au pivot des voies de transhumance, sert de base d'hiver à 100 000 rennes. Il existe ici un centre de formation à l'élevage et l'université. Tout ce qui concerne le renne fait l'objet d'études et de recherches. C'est unique au monde. Kautokeino est également un lieu d'art et de culture, et donc l'université dispense des cours de créativité artistique. Dans cette classe, j'ai eu des difficultés à distinguer le professeur des élèves. C'est lui, c'est celui-là. On appelle du hoji l'artisanat sami, un artisanat très identitaire et différencié selon les hommes et les femmes, surtout de superbes bijoux pour ces dernières, et pour les éleveurs des couteaux de bois et d'os gravés. Fascinés par l'art des Samis, Regine et Frank Jules, un couple de grands voyageurs, posent leur sac à Kautokeino dans les années 50. Ils y construisent cette étonnante bâtisse asymétrique. Ils y développent la joaillerie en se libérant des modes et des tendances. C'est devenu un lieu de rencontre, mais qui reste chargé d'une histoire familiale et de philosophie. Le petit atelier du début devient vite un centre de créativité permanente. La bijouterie, mais aussi la peinture, la sculpture, en fait, toutes les expressions artistiques dont les hommes sont capables. Si ce labyrinthe architectural se visite comme une galerie d'art aujourd'hui, c'est avant tout un lieu de sérénité et de repos. Urheiluasioita kertoo Jouko Vuolle. Kello on 16:10 ja nyt on tarkoitus täällä Radio Suomen sunnuntai-iltapäivässä lievittää stressiä ja etsiä En plus de la radio samé, Karadiok garde jalousement l'église luthérienne de 1807, la plus vieille du Finnmark, seul édifice rescapé de la Seconde Guerre mondiale. Trop petite, elle a été remplacée par cette église moderne, toute de bois également. Aujourd'hui, les Samés sont de culte luthérien majoritairement. Mais trouver l'équilibre dans une religion qui ignore leurs racines est compliqué. Cela explique la renaissance du chamanisme. Il a même pignon sur rue. Vrais et faux chamans se disputent les faveurs d'une ethnie en manque de stabilité. La Ruska ne dure pas longtemps, 2 semaines environ. La Ruska, c'est l'été indien de Laponie,
une explosion des couleurs, un flamboiement végétal entre l'été qui s'assoupit et l'automne qui se hâte. La végétation, des conifères aux arbres à feuilles, baies sauvages et lichens confondus, se décline dans toutes les nuances pastel, allant du vert au rouge. Les oiseaux migrateurs volent vers le sud. Les rennes se préparent à revenir vers la forêt pour l'hiver. Pour les hommes, la Ruska annonce aussi la saison de chasse et de pêche. L'archipel des Lofoten, une bonne raison pour emprunter l'express côtier. Les Lofoten, cette image des Alpes surgissant de la mer est assez juste. Elles sont le résultat d'hostilités entre montagne et océan lorsque les glaces se sont retirées. On peut vraiment les considérer parmi les plus belles îles du monde. Des fjords, des paysages karstiques, des reliefs escarpés, et pour sauter d'une île à l'autre, il faut des ponts cambrés ou des tunnels interminables. Les Lofoten oscillent entre blizzard et froid glacial une moitié de l'année, entre nuages accrochés et morceaux de soleil l'autre moitié. Il y a si peu de place pour habiter entre tous ces pitons. Alors les pêcheurs ont planté leurs cabanes sur pilotis, les fameux rorbus. C'est déjà plus facile pour aller travailler. On saute du lit au bateau. Alignés et colorés, ces rorbus hébergent aussi volontiers les visiteurs. À l'intérieur, des petits meubles de bois repeint, des lits banquettes de marins. Mais il faut supporter les effluves saumurés, des poissons qui sèchent à côté, et affronter les cris stridents des mouettes. Combiné à une super amplitude des marées, le Gulf Stream attire les poissons migrateurs dont le hareng. Et surtout le scré, une variété de cabillaud qui descend de la mer de Barents pour frayer ici en hiver. On y pêche aussi l'aigle fin, le colin, le loup, le flétan, la sole, le calmar, et même ce fameux crabe russe qui envahit tout. Poissons et tourisme, un double pactole pour les Lofoten. Pour suivre, une petite leçon de prononciation du norvégien par Steinar Larsen, le sympathique conservateur du musée de la pêche. Mais O écrit avec une A-A-J. Après A-A. Le vieux écrit, c'est double A, c'est une O. Aujourd'hui, seulement une A avec une 0. O. Et A avec 0, c'est O. O. Not O. Oui, Là, O. non. O. 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 On l'ignore souvent, la Norvège est à la base des plus anciennes limitations de pêche au monde. Elle a récemment renforcé sa politique de quota du scré, le roi des cabillots. Mais, pour rappel, la Norvège n'a toujours pas ratifié le moratoire sur la chasse à la baleine.
Les cabillots deviennent des morues lorsqu'on les fait sécher. Elles sont vidées, suspendues dos à dos sur des râteliers de bois, des séchoirs à l'air libre. Ensuite seulement, elles seront affinées en cave bien ventilée. C'est le fameux stockfish, base de bien des recettes, en Calabre, à Nice ou au Portugal, le réputé bacalao. En fait, tout est récupéré, même les têtes, exportées au Nigeria. Ce commerce de stockfish vers le sud de l'Europe remonte au temps des Vikings. C'était aussi l'essentiel de leur alimentation, oméga 3 naturel, leur potion magique. L'archipel abritait une large chefferie viking, une base arrière de leur royaume, et la plus grande maison bateau jamais mise à jour, 83 mètres de long, a été rebâtie ici en musée vivant. Il plonge le visiteur dans le passé, à l'âge glorieux des Vikings de Scandinavie. On y apprend ainsi que ces barbares, selon le manuel scolaire, étaient en réalité des explorateurs avertis, des commerçants hors pair, des gens raffinés. Si vous êtes pêcheur, n'oubliez pas votre canne et trempez votre ligne au Lofoten. Vous ne le regretterez pas. Jamais bredouille. Et je remercie au passage ce pêcheur. Il nous a offert un poisson tellement frais. Nous l'avons cuit à l'eau de mer, simplement. Et nous en salivons encore. Les Lofoten, par un jour ensoleillé, c'est évidemment très beau. Mais les pitons écrasés de brume, le ciel lourd sur les îles, une ambiance étrange que je préfère, plus fantomatique, plus ensorcelante encore. Plus au nord, sur la côte, Tromsø est le port d'arrivée préféré des touristes, par air et par mer. Jadis sont partis d'ici nombre d'expéditions vers les pôles, et la ville possède d'ailleurs un excellent musée polaire. Mélange d'architecture passée et future, Tromsø n'est pas dénué de charme. La cathédrale arctique, souvent comparée à l'opéra de Sydney, elle domine les deux versants de cette ville universitaire. Une autre caractéristique de Tromsø surprend le visiteur, des tunnels kilométriques, parfois sous la montagne, parfois sous la mer. En verra-t-on seulement le bout? Et vous le saurez après l'entracte. Tournez à gauche. Deuxième sortie, puis au rond-point, tournez à droite. Première sortie,